Je vais commencer en vous posant des questions. J'ai besoin de savoir sur quel terrain, sur quel terreau commun on se retrouve. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Question ouverte. Répondez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous faites là dans cette école? Qu'est-ce que vous faites là ce soir? Il faut que vous arriviez à... faut que vous portiez votre voix, sinon on vous entendra pas, et moi en particulier je vous entendrai pas. Vas-y. Des réponses de ta part quant aux actions qu'on peut mener Les réponses. concrètement à notre niveau. Ok. J'entends au quotidien. Ok. Élargir le champ des possibles. Élargir le champ des possibles. Ah, débrouille avec ça. Ok, ça marche. Très bien. Allez. Comment on peut transmettre l'information vieille c'est des choses que nous on sait déjà et que eux ils n'arrivent pas à en penser. D'accord. Réussir à désimperméabiliser un peu la prise de conscience entre générations. Ok. Quoi d'autre? Ah mince, vous n'aviez pas prévu de parler. Et votre école, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous apprenez ici? Je suis venu la fleur au fusil, j'ai besoin que vous me racontiez. Allez-y, hein, motivez-vous. Ouais. Ok, vas-y, tu voulais parler? On fait des relations internationales, spécialisées en bloc, en termes d'économie, du droit, de la sociopolitique, et en termes d'écologie, ce qui me paraît le plus important dans les relations internationales, c'est tout ce qui touche au développement durable et à comment les organisations internationales et les acteurs comme l'État peuvent influencer de manière. Donc il y a un lien entre ce qui est partie de l'État et de la société civile. Vous parlez encore de développement durable à l'Illieri dans votre école? Vous entendez encore, vous utilisez encore ces mots? Développement durable? Je te prends pas à partie, c'est juste pour savoir où vous en êtes de la compréhension de ces enjeux. Non? Il y a des étudiants de 3A aussi dans la salle. Oui, j'ai cru comprendre ça. Cool. Donc, j'ai entendu ta présentation. Ok. 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 J'ai fait des études de droit et de politique internationale. À l'époque, c'était à Grenoble. C'était encore avec le format des DUG. C'était en 4 ans. Je suis un yeuve. Et j'ai 34 ans, donc on se dira tu, hein, ça vous va? Et je pense qu'en 4 ans de formation, pas une seule fois on m'a parlé des enjeux écologiques et climatiques. Je pense que les choses, elles commencent à changer. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément tout le temps le cas. Est-ce que dans cette pièce, vous pensez que la majorité des enjeux à venir seront liés à des crises écologiques? Ou est-ce que vous pensez que c'est un facteur annexe qui sera corrélé ou peut-être sous-tendu à d'autres sujets, parce que géopolitique, parce que économique, parce que migratoire? Qui pense que tout va être lié d'une manière ou d'une autre à l'écologie dans les prochaines décennies? Ok. Donc l'essentiel de vos cours tourne autour de ça? Non? Comment on explique ça alors? Mince! C'est bizarre, hein? Vous avez lu les rapports de l'ONU qui font état de potentiellement 1 milliard de déplacés climatiques d'ici 2050? Ok. On va partager. Je vais me lancer un moment ou un autre. Je continue à vous titiller un peu. On partagera des chiffres et on essaiera de se nourrir comme ça, cette base commune sur ces enjeux à venir. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres chiffres, si vous avez des questions, des doutes sur les éléments que je partage, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces éléments que je prends parfois un peu trop pour acquis et donc je ne vais pas suffisamment loin dans les sources et tout ça. Ok. N'hésitez pas. Vous levez la main, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez me demander plus de détails. C'est clair? Dans quoi vous vous projetez? Comment vous voyez vos premières expériences professionnelles? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous a promis? Qu'est-ce que vous espérez?
Est-ce que vous avez déjà réussi à vous détacher des attentes de vos parents? Ouais. Moi, j'ai mis du temps, hein. Donc, quelles vont être vos premières expériences professionnelles? À l'étranger, ouais. Ok. Ça veut rien dire, hein, à l'étranger. Concessionnaire, donc, en Haïti? Concessionnaire pour Toyota en Haïti? Non. Ce que je fais quand même actuellement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ok. Donc, plutôt l'international? Ouais. Ok. Tourner vers le développement durable. Donc, développement durable, on y revient. Ouais, tu disais? Blockchain et développement durable, peut-être les deux mots les plus antinomiques qui existent actuellement. Non, je plaisante. On en reparlera. Ok. Tout ça, quoi. Un tremplin, alors. Vous êtes sur un tremplin, là. Le ciel est la limite. Ouais. Moi, je voulais, ça fait des années que si il y a une place nécessaire d'intégrer une ONG protection animale, Ok. mais celle que j'apprécie pas du tout. D'accord. Ça marche. Ouais. Nous, en sécurité défense. Sécurité défense. Rien à voir avec l'environnement. Ouais. Ça marche. Ok. La semaine dernière, je suis intervenu à Intercordia. Vous avez déjà entendu parler d'Intercordia? Ça vous dit quelque chose? C'est un organisme qui fait de la formation justement aux missions internationales. Et une des volontaires qui avait eu un an de volontariat de solidarité internationale en étant lancée et formée par Intercordia, travaillait dans la sécurité défense sur les thématiques crise environnementale. Ouais. Ok. Hein? Cybersécurité aussi, ouais, carrément. Ça marche. Et donc, du coup, on est dans ce contexte où j'ai cru comprendre que vous attendiez des actions. On parle de concret, on parle d'individuel, on parle de quotidien. Moi, personnellement, j'ai pas envie de parler de ça. Et tout est disponible sur un site internet qui s'appelle ça-commence-par-moi.org, sur lequel j'ai référencé 365 actions pour agir dans son quotidien, se mettre en mouvement, quel que soit son budget, etc., etc. Si vous voulez, je trouve que c'est dommage qu'on fasse la liste à la Prévert de l'action la plus impactante, par quoi commencer, etc. En sachant que tout est en ligne, que c'est dans des bouquins, que c'est libre, accessible plus tard. Moi, j'ai plutôt envie de vous présenter mon parcours en partant de là où vous étiez et là où vous êtes et là où j'étais il y a quelques années. Et puis derrière, je vais vous montrer un peu comment je me suis aiguillé dans ma vie, comment j'ai réagi un peu à des claques que je me suis prises. Et peut-être que ça fera résonner certaines questions, certaines attentes, peut-être des graines qui sont déjà plantées en vous. On fait ça plutôt? J'essaie de parler pendant une petite demi-heure. Si vous voyez qu'à 19h, je suis toujours en train de raconter ma vie, vous m'arrêtez. Vous me plaquez et ensuite je vous laisse une demi-heure de questions. Ok? Cool. Du coup, moi je vous disais, ouais, je suis un étudiant, un ancien étudiant grenoblois. Donc j'ai fait d'abord ce master. À l'époque, ça s'appelait non, attendez. Le premier, c'était droit international, droit administratif, politique internationale. Je me souviens plus. Mais c'était ça, droit constitutionnel, droit humanitaire, droit de l'homme, politique internationale, géopolitique. Tout droit constitutionnel, je l'ai dit, je sais plus. Voilà. J'avais l'impression que j'allais travailler dans des grosses ONG ou peut-être même encore plus gros dans des institutions gouvernementales, internationales peut-être même. Et puis en fait, plus je rencontrais des gens qui y travaillaient, plus ils me promettaient un avenir radieux dans la photocopie et dans le café à toutes les sauces. Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Je voyais beaucoup de déconvenus dans ces gens-là, non pas que le chemin vaille pas le coup d'être vécu. Et mes stages m'ont orienté vers d'autres expériences. D'abord dans le journalisme, j'étais journaliste au Parlement européen pendant quelques mois. En Alsace, et puis ensuite je suis parti dans la première expérience d'ONG en Espagne. C'était une ONG qui était une sorte d'aimant pour capter des fonds et les redistribuer à des ONG qui étaient sur le terrain. Et donc moi notamment, j'accompagnais tout un tas d'ONG qui étaient en Amérique latine. Ma mère est espagnole, j'avais ce lien avec l'espagnol, et je les accompagnais dans la conception des dossiers, dans l'argumentation et dans l'identification derrière des bailleurs pour faire en sorte que derrière ils puissent financer leurs programmes sur le terrain. Ok. Et ouais. Oula. Ouais. Je vais te retrouver le nom. C'était une petite ONG. Je vais retrouver.
Et donc, c'était vraiment un petit truc à Madrid. Je retrouverai. Et du coup, là, je me suis dit, tiens, le soir, quand j'allais me coucher, en fait, j'avais l'impression de servir à quelque chose qui me dépassait. Et ça m'a donné envie d'aller dans un master. Et donc, j'ai fait une passerelle vers un master qui s'appelle Analyse de crise et gestion de l'humanitaire à Chambéry. Je pense qu'il existe encore. Il dépend de la fac. Et il est couplé à un master langue étrangère appliquée. Et là-bas, je suis arrivé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'allais apprendre quelque chose d'intéressant. J'avais 23 ans à l'époque et le directeur de master, il arrive et il nous dit, j'aurais réussi ma mission si quand vous sortez de cette école, vous repartez avec plus de questions que ce que vous avez actuellement là en arrivant. Je me suis dit, waouh, c'est cool, on va avoir des questions. Et donc du coup, on va se poser des questions. Et en fait, c'est beaucoup de nous qui faisions les cours plutôt que des cours qui nous étaient apportés. Moi, j'avais l'habitude des grands amphis de droit où tu grattais ton papier pendant 4 heures. Et là, ça m'a changé la vie. Je suis parti, je vous raconte ça, je me dis que peut-être que ça peut vous intéresser. Je suis parti en première mission, premier stage à la DROI, Direction régionale des opérations internationales de la Croix-Rouge française, rue Didot à Paris. Et j'étais encore une fois sur le département gestion des opérations en Amérique latine. J'ai fait ça pendant 6 mois. Mon responsable à l'époque me faisait remplir des demandes de 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros, notamment à travers Europed, l'Union européenne, peut-être que vous connaissez ce genre de bailleur, en faisant du copier-coller de projets qui avaient été financés dans les années avant ou qui n'avaient pas été financés. Il me faisait changer les dates, changer la région, et on espérait que ça tombe. Comme ça nous permettait d'avoir les 8 ou 12%, vous avez peut-être entendu parler de ces 8 ou 12% qui permettaient derrière de financer le siège. Est-ce que ça servait à quelque chose? On s'en foutait un peu. Le but du jeu, c'était d'avoir le plus grand volume de financement pour que derrière, on puisse continuer à faire tourner la grande machine qu'est la Croix-Rouge. Je ne dis pas que tous les projets de la Croix-Rouge sont inutiles, mais moi, en tout cas, dans les coulisses de ça, ça m'avait vraiment fait tiquer. J'étais celui qui rentrait les notes de frais de leur voyage aux Caraïbes, de leur restaurant à 120 euros le repas. Et ça aussi, ça m'avait un peu fait tiquer. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que j'accepte la proposition de première mission qu'on me fait? Je crois que c'était à Djibouti à l'époque. Je m'imaginais dans les gros 4x4 blancs avec les soirées et les conditions sécu un peu strictes. Vous savez, quand on fait partie de ces grosses ONG, on n'a pas le droit de sortir le soir, on doit emprunter des routes qui sont prédéfinies, il y a tout un tas de conditions de sécurité. Et moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux par rapport à ça, ou en tout cas, j'avais peur d'être trop formaté, déformaté par cette expérience sans avoir commencé par le commencement. Et donc j'ai changé et je suis parti en mission de volontariat de solidarité internationale. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, du VSI. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, il y a des volontariats pour partir à l'étranger. On peut partir en VIE, VIA, ouais, et VSI. Et le VSI, c'est le pendant VIE, mais pour les ONG. C'est hyper intéressant comme formule parce que du coup, on est indemnisé, on nous paye le billet d'avion, on cotise pour la retraite, on a une formation, on a un accueil au retour. C'est 1 an minimum. Au total, moi j'en ai fait 4 ans. Au bout de 2 ans de mission sur place, on a une prime de réinsertion qui est de 3 700 euros à l'époque. Ouais, pour moi, c'était une belle première expérience et ça permet de vivre dans les endroits où on travaille. Et donc, il y avait un échange interculturel qui me plaisait vachement plus que de vivre dans des maisons parquées avec un cuisinier, une jardinière, etc., etc. Et je suis parti en Colombie. Ma première expérience, c'était en Colombie. Peut-être que ça évoque des images en vous. Vous avez tout de suite pensé aux émeraudes, à Shakira. C'est ça que vous avez envie de dire? À salsa, au café? Non? Non, c'est pas ça? À la cocaïne. Et la Colombie, ça a été un premier pas important pour moi parce que j'ai fait une compréhension. J'ai commencé ma transformation en passant de l'intellectualisation de tout à la compréhension émotionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, peut-être que c'est le cas, vu l'intitulé de mon intervention ce soir. Je suis un ancien écolo relou. Si on devait faire un cercle des écolos anonymes, vous savez, je commencerai en disant bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour Julien. Je suis un ancien écolo relou. J'ai eu l'habitude de pointer du doigt toutes les incohérences de ma famille, de mes amis, de mes collègues de boulot parce qu'ils prenaient de la viande, parce qu'ils prenaient des bouteilles en plastique, parce qu'ils partaient en week-end à Barcelone en avion. Et je passais mon temps à les pointer du doigt, à leur dire à quel point c'était des bons à rien. Et de mon côté, peut-être à pas non plus être impec sur la mise en cohérence. Vous en connaissez des gens comme ça? Vous en êtes des gens comme ça? Ouais, des mains fières se lèvent. C'est pas fier du tout? Non? Qui est un et une ou une écolo relou?
à la main levée pour que je me rende compte visuellement un peu. En général, c'est le moment où il y a les doigts qui pointent aussi un peu, il y a de la délation là sur ces sujets. Ok, on a une bonne équipe de foot d'écolos relous, une dizaine de personnes. Ouais. Qui connaît des écolos relous? À l'unanimité? Non, ça va, vous avez été un peu préservés. Moi, j'étais vraiment le genre de personne à côté de laquelle on n'a pas envie de s'asseoir au repas de famille le dimanche. Je voyais stratégiquement dans les yeux de ma famille qu'il y avait le jeu d'arriver à s'asseoir le plus loin possible de moi, parce que sinon, j'allais les attaquer sur le premier truc, la première perche qui allait m'être tendue. Si bien que pour l'anniversaire de mes 23 ans, mes potes m'ont offert un t-shirt de Captain Planet. Vous voyez qui c'est Captain Planet ou pas? Non, c'est un dessin animé qu'on avait quand on était gamin. Un mec qui était peau bleue, cheveux verts, et qui intervenait pour botter le cul des Chinois qui allaient mettre des produits chimiques dans le fleuve, ou des Américains qui allaient couper toute la forêt. Sauf que moi, je faisais pas ça. En général, je bottais le cul de personne, je les énervais, et j'énervais même mes potentiels alliés, ce qui fait qu'à la fin, les gens, ils faisaient exprès de faire l'inverse de ce que je leur disais, juste pour me faire chier, on va pas se mentir. Hein. Ça marchait pas. Du coup, quand j'ai su que je partais en Colombie, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée pour aller avoir un peu d'air frais. J'avais quand même préparé tout un tas d'arguments, parce que ma mère, je vous le disais, est espagnole. Vous avez l'image de la mama italienne, peut-être, hein, protectrice. La mama espagnole, c'est pire. Et j'avais préparé tous mes arguments. Non, mais maman, tu sais, les guerrilleros. Oh, puis bon, là, je vais vivre juste en face du gang. Il y a des morts chaque semaine, mais en fait... non, et puis en fait, les attaques au couteau, au pistolet, c'est un peu ancien, tout ça. Bref, j'avais commencé à faire tous mes arguments dans ma tête. Quand je suis arrivé et que j'ai annoncé à ma mère que je partais en Colombie, elle m'a dit c'est une excellente nouvelle, ça va te faire un bien fou, ça va nous faire un bien fou à mon père et à moi. Tu pars combien de temps? 2 ans. Oh, c'est incroyable, ils sont jamais venus me voir. C'était vraiment, vas-y, fais-nous un peu d'air, ça va nous faire du bien. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien à tous. Et moi, je vous disais, en Colombie, j'ai pris ma claque parce que du coup, j'étais un peu cet écolo relou, je voyais la pollution. J'habitais à Grenoble, peut-être que vous êtes déjà allé à Grenoble. On a le nuage de pollution, hein, et donc je le voyais et je me disais, c'est dingue. Et à la fois, comme grande décision dans ma vie, j'avais arrêté de manger de la viande et à peu près basta, quoi. Et là, en Colombie, j'arrive, je suis dans une ONG qui s'appelle El Proyectar Sin Fronteras, Projeter sans frontières en français. C'est une petite ONG colombienne qui est spécialisée dans l'agriculture urbaine, l'autonomie alimentaire donc, mais aussi la reconnexion à travers des activités culturelles et l'accompagnement aux entrepreneurs pour une stabilité microéconomique. Ils font ça dans la périphérie de Bogota. Il y a en partie un quartier qui s'appelle Santa Rosa où il y a des anciens guerrilleros qui ont eu un programme où ils ont pu rendre les armes contre un logement gratuit. Ils se retrouvent dans un quartier au flanc de la colline et c'est vraiment ouf, c'est une petite Colombie. Et là-bas, moi, je faisais plein de choses, dont l'accompagnement à certaines micro-entrepreneuses. Par exemple, Anna Cristina, qui est couturière. Anna Cristina, elle fait nos survêtements qu'on va acheter ensuite chez Gosport, Célio et compagnie. Et Anna Cristina, à votre avis, elle bosse quoi, 12-15 heures par jour? Et combien d'argent elle gagne? Combien d'argent il lui reste dans la poche sur les 1000 euros qu'elle participe à produire? Chaque jour, il y a 1000 euros qui vont être vendus de ces survêtements. À la fin, il y a 1000 euros. À votre avis, Anna Cristina, combien elle garde dans sa poche tous les soirs? 5 euros, 5 euros sur ma gauche, 5 euros sur... Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? 2 dollars, 4 euros, j'entends, on mélange un peu. Elle est à 10 euros. Littéralement 1% de la valeur qu'elle participe à produire. Anna Cristina, elle en garde 1%. Vous imaginez bien que si un jour elle a un pépin de santé, c'est pour elle. Si il n'y a plus de commandes, c'est pour elle. Si elle a envie de payer des études à son fils Jefferson, qui à l'époque était encore au lycée, voulait faire des études de musique et l'aidait parfois quand il terminait les devoirs à coudre quand il y avait des commandes un peu urgentes, et il avait plutôt à faire des études publiques parce que Anna Cristina, elle n'avait aucune économie de côté. Je vous dis ça. Je pense que c'est des choses que vous savez tous. Hein, on a déjà vu les usines du monde. On sait qu'il y a des centaines de millions de personnes qui font nos trucs, nos bidules, nos machins. On le sait. Hein, c'est comme ça, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On n'a pas signé à notre naissance le contrat de décider de maintenir le capitalisme, le libéralisme, la mondialisation, la surconsommation. On a signé ce contrat? Tu l'as signé, toi, le contrat de la sur... Ouais. On commence à répondre. Ouais. Ok. Et donc du coup. La seule chose qui peut empêcher ça, c'est le protectionnisme. Ouais. Et l'envie de. En tout cas, dans ce que je disais, c'était que
on nous a jamais demandé, nous, de signer le contrat du libéralisme, hein, d'accord, le modèle de la mondialisation sans barrière, sans régulation. Et à la fois, je ne peux pas m'empêcher de sentir un minimum coupable au moment où je valide ce système à chaque fois que je sors ma carte bleue et que je me retrouve à faire les soldes chez Célio le lendemain de l'effondrement du Rana Plaza sur des milliers de couturières au Bangladesh. Vous vous souvenez de ça? Vous voyez, et on vit tout le temps un peu avec cette sorte de culpabilité. Ok, je suis engagé, mais en même temps, ça se voit avec mon grand mètre 74, je fais du basket depuis que je suis gamin. Et quand commence la nouvelle saison de basket, il faut bien que j'aille m'acheter mes Air Jordan 8000 qui coûtent 180 € et qui sont faits par des Chinois, et encore même pas des Chinois, parce qu'aujourd'hui les Chinois ils demandent trop d'argent, les fous. Ils demandent en moyenne 600 € par mois, donc c'est vraiment des gourmands. Donc comme Nike avec le maillot de l'équipe de France où on a brodé la 2e étoile parce qu'on était champion du monde, on va faire les choses aujourd'hui, notamment dans le nord de la Thaïlande, où les gens là ils ont la décence d'accepter 145 € par mois. C'est fou, non? C'est fou. Et du coup, d'une certaine manière, je me sentais quand même un petit peu responsable au moment de sortir ma carte bleue et de valider un système qui m'avait été imposé malgré moi. Quand j'ai vu Anna Christina, quand j'ai vu ce qu'elle vivait, je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin de remplir mon placard de conneries que je mettrai sans doute 1 ou 2 fois dans ma vie, que je porterai jusqu'à ce que je m'en lasse, et que finalement je continue à faire tourner une grande machine qui exploite, qui voit l'être humain comme une ressource, qui a vraiment une vision utilitariste du vivant et qui fait que, en fait, sur ceux qui sont à l'origine de notre alimentation, de notre habillement, de nos objets technologiques, en fait, on leur paye vraiment une infime partie qui continue à leur permettre de survivre et pas de vivre. Donc là, je commence à m'enorgueillir un peu de mes nouveaux achats responsables. Je me dis que travailler dans les ONG, c'est vraiment lutter contre les inégalités économiques et sociales. J'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Et je pars, 2 ans après mon expérience en Colombie, je pars aux Philippines. Peut-être que vous avez déjà eu la chance d'aller aux Philippines. Vous avez déjà entendu parler des Philippines? J'y vais fin 2013, début 2014. À l'époque, les Philippines, c'est dans toutes les arrêts de métro, de bus, c'est dans les journaux. Vous avez peut-être même à l'époque où vos parents, j'en suis sûr, ont fait un don pour les Philippines. Vous vous souvenez pourquoi? Catastrophe naturelle, raz-de-marée, non, ce n'est pas un tsunami. Non. On est sur un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre, effectivement, mais ce n'était pas ça que je pensais. Un typhon, je l'ai entendu. Il y a eu un typhon, le typhon Haiyan Yolanda, qui a été le plus rapide jamais mesuré de l'histoire, avec des vitesses de pointe de 320 km/h. Tout à l'heure, je vous ai envoyé l'image subliminale de la Colombie. Vous voyez à quoi ressemblent les bidonvilles en Colombie? C'est un peu les mêmes qu'à Rio de Janeiro. Vous avez déjà vu Fast and Furious 8000 où ils descendent en gros 4x4 dans les bidonvilles. C'est ça, c'est à peu près ça. Okay, les Philippines, c'est moins ça. Les Philippines, c'est plus du bambou, c'est plus des toiles plastiques d'anciennes publicités qui sont récupérées pour faire un morceau de toit, un morceau de mur. Et 320 km/h, vous imaginez le bordel, quoi. Ouais. Ben non, en fait, on ne peut pas imaginer. C'est un château de cartes, 320 km/h, c'est 7000 morts, il y a eu 1000 disparus, il y a eu 8000 blessés. Et le problème, c'est qu'il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année aux Philippines. Je vous fais l'insulte, vous demandez combien il y a de lettres dans l'alphabet ou pas? Ouais, quand je dis ça, en général, les gens rigolent un peu, et puis il y a toujours quelqu'un qui dit ouais, il y en a 26. On est d'accord. Ils ne sont pas tous à 320 km/h, mais en fait, un typhon bien placé à 150 km/h, la maison en tôle ondulée et en bambou, c'est le même résultat. Si bien qu'aux Philippines, tous les jeunes qu'on accompagnait dans une autre ONG que je vous recommande fortement, qui s'appelle Life Project for Youth, LP4Y, qui se veut un peu l'école de commerce, j'aime pas ce raccourci, ils disent que c'est l'école de commerce, ou en tout cas la presse l'appelle comme l'école de commerce des bidonvilles. C'est surtout un programme qui permet aux jeunes des bidonvilles, les mamans célibataires, anciens drogués, anciens prisonniers, de récupérer en savoir-être et savoir-faire pour ensuite avoir un métier plus stable. Et c'était passionnant, mais tous ces jeunes, ils connaissaient quelqu'un dans leur famille qui était mort à cause LP4Y, Life Project for Youth. Et ils connaissaient tous quelqu'un qui était mort à cause des typhons, des inondations, des glissements de terrain. Le dérèglement climatique, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Pour des centaines de millions de personnes, c'est maintenant. Nous, c'est hyper sympa. On peut aller surfer dans les Landes la semaine dernière, quoi. C'est ça, le dérèglement climatique. Ah, il fait 26 degrés dans le Var. Et BFM TV qui titre 26 degrés, va-t-on s'habituer à cette douceur en hiver? LOL. Non mais vous voyez le délire, on en est là, quoi. Nous, c'est assez marrant, en fait, ça se passe plutôt bien.
aux Philippines, en Indonésie, par exemple. En Indonésie, bah voilà, là, Joko Widodo, le président actuel, il a signé le déplacement de Jakarta, de la capitale. Parce qu'en fait, c'est tout le temps inondé. Et donc, du coup, il y a 20 millions de personnes qui vivent les pieds dans l'eau. Ils se sont dit, bon, bah, en fait, ça va pas aller en s'améliorant, cette histoire. Donc, on va déménager à la capitale. Et bref, plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'en fait, j'ai l'impression, vous voyez ces petits pansements qu'on met aux enfants quand ils ont un petit bobo, ils sont tombés de vélo, ils se sont égratignés. Ils sont trop mignons, ces petits pansements, vous voyez. Ils ont des petites têtes de nounours. Bah moi j'ai l'impression d'être en plein film 1917 avec quelqu'un qui s'est pris un obus et qui a les tripes qui dégoulinent, et j'arrive tout guilleret avec mon petit pansement, tiens, ça va t'aider. Alors je dis pas que le travail des ONG et le volontariat et solidarité internationale sur place est inutile. C'est primordial, c'est un échange interculturel extraordinaire, et les centaines de vies qui ont été impactées, dont tous les volontaires qui sont partis, repartent grandis de cet échange. Pour moi c'est une expérience en or et je vous la recommande à toutes et à tous. Et à la fois, je sens bien que le travail des ONG est quand même principalement de s'attaquer aux conséquences et pas à la racine d'un système. Et la racine de ce système qui dérégule tout et qui a pris le vivant comme l'objet de toujours plus de croissance, c'est quoi? C'est où? Ici. Dans cette école. Non, c'est ici, quoi, notre monde occidentalisé. Ouais, c'est pas très loin la défense, c'est pas très loin le cinéma, c'est pas très loin plein de trucs. Petit moment de pause suspense. Et à l'époque, je suis aux Philippines quand il y a François Hollande et Nicolas Hulot qui viennent passer l'appel de Manille. Ça vous dit quelque chose, l'appel de Manille? Ça vous dit non? Vous vous souvenez de ça? C'est François Hollande qui arrive en disant « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien ». C'est ça qui dit « Vous, peuple d'Indonésie, de Philippines, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça, qui souffrez directement des conséquences du dérèglement climatique. Nous, futurs pays hôtes de la COP21, on va prendre toutes les décisions, ça va s'arranger. » Le film passe en accéléré, Laurent Fabius tape avec son marteau vert, peut-être que vous vous souvenez de cette image. Fin de la COP21, le monde entier se lève. Ça y est, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les peuples du monde entier s'engagent, enfin, à lutter ensemble contre le dérèglement climatique. Tout le monde se lève, c'est la folie. Vous imaginez, Brad Pitt est tout déçu, Bruce Willis encore plus. On n'aura pas besoin d'eux pour sauver le monde. C'est Laurent Fabius et François Hollande qui se sont montrés les sauveurs de l'humanité. Un peu moins sexy, mais plus efficace. Fin 2015, le monde entier s'engage à tenir sous les 1,5 degrés. Actuellement, on est à combien de degrés en plus? 0,8, j'entends tout et surtout n'importe quoi. 0,8, 2. Qui sait vraiment? Qui est capable de dire avec certitude à combien d'augmentation on est par rapport à l'ère pré-industrielle? Personne. On est à 1,1 aujourd'hui, on a plus 1,1. Et mathématiquement, à part si on fait comme dans Top Chef, aujourd'hui on lève les mains, il est impossible qu'on tienne sous les 1,5 degrés. Impossible. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de signer des accords qui vont nous faire tenir sous les 2 degrés. Mais ça paraît maintenant de plus en plus improbable. Qui sait si en l'état on continue business as usual, à combien de degrés on arriverait en 2100? Dans les pré-sections, je l'ai entendu? Plus 7 degrés. À plus 7 degrés, ça ne veut pas dire qu'actuellement il fera juste plus 7 degrés en plus. Plus 7 degrés, c'est sur le système Terre, ok? Mais ça veut dire qu'au niveau continental, il fera beaucoup plus. Parce que l'océan est une climatisation. Donc du coup, il va faire beaucoup plus chaud encore ici. On nous promet en 2050 en l'état des pointes à 52, 54 degrés en France. En 2050. C'est demain. Plus 7 degrés. Plus 7 degrés, ça veut dire que l'Asie, l'Afrique sont inhabitables. Le corps ne peut plus transpirer pour réguler sa propre température. Ouais. Ouais. L'Afrique et l'Asie. Il fera trop chaud. Tout simplement trop chaud. Plus 7 degrés, c'est si on continue comme si de rien n'était. Business as usual. Shell a commencé à travailler sur le business as usual parce que c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de glaces qui vont finir par fondre. Et du coup, ça veut dire potentiellement de l'exploitation de pétrole.
Comment? Alors, du coup, tu peux te référer à un rapport, le premier rapport sur l'augmentation en tout cas les perspectives d'impact de notre société industrielle sur les ressources dont on dépend pour vivre, c'est le rapport Meadows qui date de 62 et qui fait état de l'effondrement. Et ensuite, là, je t'invite à aller consulter le dernier rapport spécial du GIEC, GIEC, qui table donc juste sur ces 7 degrés. Et là, ils en ont sorti un. En fait, c'est pas le rapport spécial. Ils ont fait le dernier rapport du GIEC qui est sur l'augmentation des températures et la remise à jour du modèle. Et ils en ont fait un spécial sur la montée des océans. D'où les cartes qui sont sorties dans le monde hier sont inspirées. Peut-être que vous les avez vues. L'impact du dérèglement climatique en Europe. Ok. Allez les voir. Je crois que c'est en accès abonné malheureusement sur le monde, mais vous les trouvez ailleurs facilement. Je vous apprends des choses là maintenant ou pas? Ouais, je vous apprends des choses. Cool, j'ai bien fait de venir alors. On continue dans le dur. Le problème, c'est que ces modèles, à chaque fois, on pense qu'on est dans la... Enfin, à chaque fois que les pires modèles, les pires prévisions des scientifiques sont faites, on se rend compte a posteriori qu'on était vraiment dans le pire. Pour l'instant, on n'est pas dans la tendance classique d'augmentation et dans la tendance du pire, et même il y a des facteurs qui nous alertent parce que en fait certaines études, certaines projections se révèlent tellement fausses que on nous avait prédit par exemple la fonte du permafrost en 2100 et il a commencé à fondre depuis l'année dernière. Est-ce que vous savez ce que c'est le permafrost? Vas-y. Alors ce sont des glaces éternelles dans les pôles, effectivement, qui ont enfermé des poches de méthane. C'est ça. Et le méthane, c'est 24 fois plus fort que le gaz carbonique. Et ces poches, actuellement, elles commencent à se libérer. On ne parle pas des virus qui sont aussi captés depuis des centaines d'années, des virus auxquels nos corps ne sont plus du tout préparés, qui sont potentiellement libérés. On ne parle pas du fait qu'actuellement, on constate aussi un ralentissement du Gulf Stream. Peut-être que vous voyez ce que c'est, le Gulf Stream, dans les océans, qui est vraiment la climatisation du monde. C'est un courant océanique qui va capter le froid et qui le ramène chez nous. Et en fait, il est en train de se ralentir avec potentiellement des risques de s'arrêter. Ça veut dire que la climatisation mondiale s'arrêterait. Je ne vais pas vous faire une longue liste de tous les drames dans lesquels nous sommes, mais clairement, si on devait parler poker avec Patrick Bruel, on se dirait qu'on a la pire main que l'humanité a jamais eue de son histoire. On n'est pas sur des perspectives hyper intéressantes, ce qui fait que, effectivement, s'intéresser aux conséquences du dérèglement climatique et à tout ce qui va en découler me semble une bonne idée. Et moi, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Et tous ces chiffres dont je viens de vous parler, les premiers, ils datent des années 70. Vous imaginez ma colère quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu avoir accès à toutes ces informations dès le début de mon cycle universitaire, même avant peut-être au lycée, au collège, quand on commence à parler de biologie, de sciences économiques et sociales et qu'on parle de la main invisible d'Adam Smith. Jamais on m'a parlé de ça. Jamais on m'a parlé de ça. C'est fou. C'est fou. Alors que là, si on continue comme ça, en 2100, il n'y a plus qu'1 milliard de personnes qui peuvent vivre de manière durable sur Terre. Tout ce que je vous dis, c'est dans le rapport du GIEC notamment. C'est quand même un consortium international de scientifiques. Moi, j'aimerais bien qu'ils se trompent. Mais pour l'instant, je me dis que c'est quand même des spécialistes et j'ai un peu envie de leur faire confiance. Pourquoi? Parce que 1 degré, ça veut dire qu'on perd 10% de rentabilité agricole. 1 degré en plus, on perd 10%. Donc 7 degrés en plus, on perd 70%, en sachant qu'en plus que l'Afrique et l'Asie seraient potentiellement inhabitables. Vous imaginez l'étuve? C'est fou, non? On devrait parler de ça tous les jours. Et en fait, on ne parle pas de ça tous les jours. On parle de Roman Polanski. C'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est hyper grave. Et à la fois, on devrait là, actuellement, se préoccuper de sujets qui vont faire que notre génération a ni plus ni moins l'opportunité ou la responsabilité, appelez ça comme vous voulez, de réinventer la manière dont on va vivre sur ce système Terre et la relation qu'on va avoir et aux autres êtres humains et à la nature. Vous imaginez donc que quand je rentre en France, je suis un peu flippé. On est en 2016,
je viens d'avoir cette prise de conscience. Tous les jours, je me ponce tous les rapports, les vidéos, les études, et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est accessible très simplement, très facilement. Si vous êtes plutôt vidéo, interview, vous allez sur YouTube et vous allez écouter Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, Jean Jouzel, vous allez écouter tout un tas de spécialistes qui sont vraiment avec un discours, pas simpliste, mais simplificateur de ces grands enjeux. Si vous avez envie d'affiner votre regard, vous pouvez aller écumer toute la collection Anthropocène du Seuil, où en fait il y a tellement de choses. Vous voulez écouter La Terre au carré sur France Inter, vous pouvez aller écouter... Enfin, il y a aujourd'hui podcasts, vidéos, études, documentaires, rapports, infographies. Allez voir qu'est-ce qu'on fait, qui est un super site internet qui est qqf.fr, sur lequel il y a tout un tas d'infographies magnifiquement faites pour les premiers enjeux, pour la première compréhension. Bref, tout est là. Et quand on commence à se plonger là-dedans, c'est sans fin. Bonsoir. Et je rentre en France avec d'un côté l'envie d'agir, mais d'un autre côté l'incapacité à comprendre où je dois vraiment mettre mon énergie. Je m'explique. J'ai l'impression qu'il est très nécessaire de m'encarter dans un parti politique, de rejoindre Oxfam, ANVCOP 21, Greenpeace, une grande organisation. Et à la fois, j'ai ce sentiment d'avoir le besoin de commencer à expérimenter dans ma chair ces enjeux qui me dépassent. Et un peu comme ce que j'ai fait en partant au début en VSI plutôt qu'en partant dans une grande ONG, j'ai envie de le transpirer, quoi. De comprendre ce que ça veut dire sur moi, la transformation qui est nécessaire au niveau individuel avant de m'engager pour des sujets macro. Et à la fois, les habitudes ont la vie dure. Je rentre en France, on est en 2016, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Moi, j'étais plein de bonne volonté et je suis repris par mon quotidien, je suis repris par le fatalisme des Français, je suis repris par mes parents qui me disent « Bon, bah c'est bon, t'as fait le couillon à l'autre bout de la planète, maintenant tu vas pouvoir valider le fait d'avoir fait un Master 5, un M2 et donc avoir un vrai travail, un chien, un prêt sur 32 ans pour avoir une maison, te marier avec ta copine, faire des enfants, la vraie vie, quoi. » Vous voyez un peu ces trucs qu'on nous plaque et les besoins qu'on nous crée. Et en plus, je venais de pays où tout était possible, où toute occasion de faire la fête était saisie. Et je rentre en France. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas vraiment vécu en France. Vous imaginez le choc? Quelle réputation ils ont, les Français, hein, d'être souriants, positifs, généreux ou pas? Vous imaginez? Paf, retour dans le métro parisien, ça fait bizarre. Et moi, je suis grenoblois, mais en fait, quand on rentre en France, on voit des Français. Ouais, c'est violent, hein. Bras croisés, couleur sombre, pas un pet de sourire. Ouais, non, mais on est français, c'est comme ça. Et là, j'ai une irrépressible envie de me barrer. Je défais pas mon sac à dos pendant 3 semaines. Je tombe sur une étude qui dit qu'à l'époque, 2016, déjà, nous sommes champions du monde. Ce sont des scientifiques qui ont posé la même question à tous les habitants, pas tous les habitants, mais en tout cas un pool d'habitants de tous les pays du monde. Et la question, c'était: est-ce que vous pensez que l'avenir de vos enfants sera pire ou meilleur que le vôtre? Et nous, Cocorico, 2016, nous sommes déjà champions du monde. Champions du monde du pessimisme. Puisque 86% des Français, 82% des Français, 82, 86, mince, 8 Français sur 10 ont répondu que l'avenir de leurs enfants serait pire. Aux joies, aux débeautés, à la main levée. Qui pense que l'avenir de ses enfants sera meilleur? On a un gros 2 sur 80 là. Je vous ai pas compté, mais on est bien. À l'époque, on est juste en 2016. J'ouvre le journal, il y a les extrêmes qui montent. On est pré-élection présidentielle. On parle de migrants, on parle d'attentats, on parle de migrants, on parle d'attentats, on parle encore un peu de migrants de temps en temps. Ça fait un peu peur d'être en France, quoi. Et je retombe sur mes vieux réflexes, si bien que Simon, mon petit frère, qui lui est électricien, il était venu nous aider aux Philippines à retaper un centre dans lequel on accueillait des jeunes. Et on a partagé sur les Philippines, sur la réalité. Il a été saisi comme moi de ces inégalités économiques, sociales, mais aussi climatiques, de la réalité, de l'enjeu, de l'ampleur de l'urgence. Il rentre avant moi, quelques semaines avant, il se remet à travailler en tant qu'électricien. Et moi je rentre et il me dit: qu'est-ce que je fais moi maintenant? Il me dit: je suis désolé, je vous les guillemets, mais moi avec mes potes on parle de meufs, on parle de soirées, on parle de moto.
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je vous ai dit que j'étais un peu Captain Planet avant de partir. Ben, je rouvre la malle, un peu poussiéreux, je ressors ma cape de Captain Planet et je commence à dire à Simon, ouais, tu pourrais très bien rejoindre un supermarché coopératif, devenir végétarien, t'abonner à une AMAP, rejoindre une coopérative de production d'électricité verte, appartenir à une association de monnaie locale, etc., etc. Je lui fais une longue litanie comme ça pendant une demi-heure. Le sourire de Simon croît au fur et à mesure. Il me laisse terminer très poliment. Et ensuite, il me dit, et toi, tu fais quoi? Ça vous est arrivé déjà de vous prendre des leçons de vie par vos petits frères et sœurs? Ouais, celle-là, elle a eu un peu du mal à passer, moi. Et à la fois, il a raison. J'étais reparti en arrivant plein de bonnes intentions, en me disant, bah ouais, je vais sauver le monde, ça y est, c'est parti. Et je commençais pas par appliquer ce que je disais aux autres. Je retombais dans mes travers d'écolo relou. C'est comme ça que je me suis dit, allez Julien, ça commence par toi. Oh, incroyable. Et donc pendant 1 an, tous les jours, j'ai testé et adopté dans mon quotidien, chaque fois une nouvelle action éco-citoyenne, éco-citoyenne, hein, pas écologique, éco-citoyenne. Éco-citoyenne regroupant potentiellement l'une de ces trois mesures, l'un de ces 3 objectifs, l'un de ces 3 poids, à savoir l'impact sur le système Terre, les écosystèmes, la faune, la flore, la biodiversité, tout ça, sur les autres êtres humains, les inégalités économiques, sociales, géopolitiques, et aussi sur moi-même, oser parler d'écologie intérieure. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, le bonheur. Est-ce que vous vous réveillez le matin en vous disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être heureux? Qui pourrait officiellement dire qu'il a dans son quotidien comme boussole pour orienter les décisions de sa vie, la boussole du bonheur intérieur brut? Qui décide tous les jours de faire les choses pour être heureux, vraiment profondément heureux, pas pour se faire plaisir, pour être heureux. C'est cucul-praline ce que je vous dis? On est à Paris, hein. On vit dans une société où le succès de notre président va être validé par les points de croissance du PIB. Si Emmanuel Macron il fait plus de %, il a gagné, quoi. Ça aurait été un bon président. Je caricature un peu. Vous imaginez? Qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est une question qui devrait nous occuper un peu, non? Qu'est-ce qu'on fout ici, bordel, sur cette terre? Qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un unique, avec nos talents, notre créativité, notre originalité? Qu'est-ce qui fait, comme disait le fondateur des scouts, qu'on arrivera à laisser la terre, cette terre qui nous a accueillis en meilleur état que ce qu'on l'a trouvé? Vous êtes déjà posé ces questions? Est-ce qu'on nous accompagne à l'école pour nous poser ces questions? C'est fou, non? C'est fou. C'est fou. Et après, on laisse mourir nos grands-parents dans des maisons de retraite. On essaie d'avoir des maisons qui sont toujours plus grandes et toujours plus vides, toujours plus remplies et toujours moins heureuses. On essaie d'avoir des augmentations de carrière, d'avoir plus de responsabilités, de se prendre en photo Instagram à l'autre bout du monde pour montrer qu'en fait, on correspond au code de la société. Je dis tout ça parce que je l'ai fait, hein. Je le parle vraiment en connaissance de cause. Quand j'étais sur les bancs de l'école, mon rêve ultime, ce qui allait soi-disant me rendre le plus heureux du monde, c'était d'avoir une Ducati Monster. Vous voyez ce que c'est une Ducati Monster? C'est une moto rouge qui fait du bruit. C'était mon rêve ultime. Je travaillais avec la carotte de me dire, je vais sortir, je vais avoir mon premier taf, je vais économiser et je vais me payer une putain de Ducati Monster. C'était mon rêve. C'est fou, non? On vit dans un monde de cinglés, en fait. Moi, je rentre en France par rapport à vécu dans des endroits où, en fait, ils n'ont pas un matelas de sécurité, de confort qui est fou, quoi. Hein. Et eux, qui sont directement en proie du réchauffement climatique, ils pensent à plus de 50% que l'avenir de leurs enfants sera meilleur. Et nous, en France, on pense largement qu'au contraire, notre avenir, l'avenir de nos enfants sera pire. Ça pose des questions, non? Bref. Tous les jours pendant 1 an, j'adopte dans mon quotidien ces 365 actions et je réponds à tous les oui mais. Tous les oui mais qu'on entend sur l'éco-citoyenneté, qu'on s'est déjà dit à nous-mêmes. Ouais, moi j'adorerais agir pour l'Australie, tout le tralala, l'extinction des espèces, le plastique dans les océans et tout ça, mais allez, c'est trop cher, hein, franchement. Là, nous, on est étudiants, on n'a pas une thune, donc pour m'acheter mes pommes en circuit court à 8 € le kilo, hein, laisse tomber. Quoi d'autre? Il y a quoi?
Ouais, il y a des, Tu l'entends tout le temps. il y a des problèmes chez nous, je comprends pas ce que tu veux dire. Pardon, de dire que on a aussi des problèmes à nous dans notre pays qu'il faudrait les régler avant d'aller régler. Ouais, commençons par régler les problèmes qu'on a effectivement chez nous. Il y a des gens qui dorment dehors. Et puis, finalement, comment vouloir adresser la question de la forêt qui brûle quand, effectivement, il y a 10 millions de pauvres en France, etc., etc. Ouais, ok. J'en entends plein d'autres, moi, en général. Ouais, on n'a pas le temps, hein, franchement. Métro, boulot, dodo, cours, tout ça. On aimerait bien avoir un peu de temps pour soi, un peu de temps pour nos amis, un peu de temps pour aller faire du sport, un peu de temps pour se cultiver, pour lire, pour aller au cinéma. Bref, ça prend trop de temps quoi, de faire les courses dans 7 endroits différents, d'apprendre les recettes par cœur de je sais pas quoi. Ça prend trop de temps. Hein. Ouais, quoi d'autre? On accélère un peu parce que je me suis épandu comme d'hab. Vas-y. Ouais, franchement, qui t'es, toi, hein, pour changer les choses? Je suis désolé, comment tu t'appelles? Corentin, bah arrête de rêver, Corentin. Qu'est-ce que tu vaux, toi, face aux grandes entreprises, aux politiques qui nous malmènent depuis 50 années et qui nous racontent toujours la même chose? Qui t'es, toi, face à ton voisin qui a un SUV et qui va faire du golf à Las Vegas? Ou face aux Chinois? Les Chinois, t'imagines? Attends, tu vaux quoi, toi, Corentin, face aux Chinois, hein? À quoi bon? Je suis désolé, je te prends en partie, mais effectivement, on n'est rien, on pèse rien. Quoi d'autre? Un petit dernier pour la route peut-être? C'est trop compliqué, on n'y comprend rien. Entre un kiwi bio qui vient de Nouvelle-Zélande ou un kiwi pas bio qui vient de France, qu'est-ce qu'on prend? Hein? Celui de France? Vous êtes sûr? Sûr? On préfère le kiwi? Bah attendez, il vient en cargo, donc quand même, la pollution est lissée, c'est pas si grave que ça. Et si le kiwi français il est emballé dans du plastique? Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop compliqué, on n'achète pas de kiwi. Mais attends, il y en a en France des kiwis, bref. Et le dernier, mon père, mon préféré, j'ouvre les guillemets. Moi, je me fais chier tous les jours au boulot. Donc, si c'est pour vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie, me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, c'est pas la peine. L'écologie, la démarche éco-citoyenne, c'est du renoncement, du sacrifice. C'est comme si on nous disait toute notre vie, on nous avait promis d'être dans une Ferrari rouge sur une autoroute à 300 km/h et qu'en fait, on doit passer en 4e, 3e, 2e, première à 30 km/h tout le restant de notre vie sur l'autoroute dans la Ferrari. Le sous-kiff, quoi. Hein? À quoi bon? Et ben moi, je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est faux et que quand on se retrouve à 30 km/h sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben en fait, on peut sortir de l'autoroute. On voit les bretelles à nouveau. Et ensuite, on s'arrête sur une aire d'autoroute ou n'importe où et on sort de sa putain de Ferrari et on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire. Donc effectivement, la première chose dans laquelle je me suis plongé tête la première, c'est renoncer, enlever le gras, le surplus de nos vies. En général, j'en parle avec l'acronyme AGIR, A-G-I-R. Le premier, c'est le A, abandonner. Je vous dirai, si vous voulez qu'on reparle de toutes les actions, on le fera tout à l'heure, gardez vos questions. Mais on abandonne tout un tas de pratiques, l'idée d'aller faire les courses dans les centres commerciaux le week-end pour aller claquer sa thune et acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Le fait de faire des courses dans des supermarchés où on ne nous a jamais demandé si on était vraiment d'accord pour écouter Christophe Maé. J'ai abandonné l'idée de faire un boulot de merde et de devoir prendre les transports en commun pendant 1 heure le matin et pendant 1 heure le soir. J'ai abandonné le fait de manger de la viande. J'ai abandonné l'idée de partir à l'autre bout de la planète pour vivre une expérience unique et me retrouver assis dans le même restaurant que tout un tas d'autres Français et d'étrangers qui ont le même guide du routard, le même Lonely Planet que moi, alors que j'ai payé la moitié d'un salaire pour finalement vivre une expérience extraordinaire et de me retrouver avec toutes les mêmes photos sur Instagram. Peut-être que vous avez vu ce compte Instagram qui monte toutes les mêmes photos. Il y a un compte Instagram qui fait ça et qui compare toutes les mêmes photos sur le même rocher, sur le même truc. C'est fou, quoi. On est fou. Mais une fois qu'on a abandonné, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai demandé à vos professeurs, ils ont du coup listé toutes les choses qu'on doit abandonner. On a fait un contrat. Il faut abandonner du coup la viande, abandonner l'avion. Il faut abandonner quoi d'autre? Le chocolat, ouais, on abandonne le chocolat. Qu'est-ce qu'on abandonne? La fast fashion, les soldes. On abandonne la bagnole. On abandonne l'idée de faire des enfants aussi. Hein. Et donc on va se faire ce contrat et puis tout le monde part en signant à la fin. On fait ça? Pas très sexy, hein. Il y a une interview hyper intéressante qui a été faite par une journaliste de France Info qui n'était pas très loin à La Défense. Il y a une étude qui a été faite par B et L Évolution, je vous invite à la consulter, qui montrait justement qu'est-ce qu'on devrait faire nous occidentaux si on voulait tenir sous les 1,5 degrés d'ici 2030. C'est drastique. B et L Évolution. Infographie, vous tapez B, L, évolution, infographie, 1,5 degré. Ils sont allés poser la question à La Défense. Est-ce que vous êtes prêt à manger 10 kilos de viande plutôt que 90? Est-ce que vous êtes prêt à prendre l'avion une fois tous les 5 ans? Est-ce que vous êtes prêt à
Et là, tu avais tous les gens qui disaient « Ouais, non, mais quand même, moi j'ai arrêté les touillettes en plastique. Non, et puis bon, j'achète bio quand même de temps en temps. Et puis j'ai une voiture électrique. Bon, bah, quand même. » Et donc, personne n'était prêt. Forcément, si on vend ce renoncement, c'est pas très sexy, c'est pas très fédérateur. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'une fois qu'on a désencombré nos vies, on peut les remplir en fait à nouveau. Mais cette fois, on peut décider de comment les remplir. Et donc le G d'agir, c'est comment on peut gagner. Gagner en bonheur, gagner en sens, gagner en cohérence, gagner en santé, gagner en moins mais mieux, gagner en lien à l'autre, gagner en lien à nous-mêmes. Encore une fois, si vous voulez parler d'actions très concrètes, avec plaisir pour en reparler tout à l'heure avec vos questions. Mais en fait, le but, c'est de se rendre compte qu'on peut décider de remettre la qualité, le bonheur et des choses qui vraiment m'ont jamais fait sentir aussi bien dans mes baskets en suivant cette démarche. Le sens au travail, forcément. Le sens de citoyen proactif. Le travail de démocratie, etc., etc. Et ensuite, une fois que je me suis mis dans cette position d'expérimentation et d'exemplarité, même si, en fait, je me suis rendu compte que jamais je serais parfait. Ça tombe bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parfait ici avec nous, ce soir, qui se lève à tout jamais. Il y a toujours une personne qui lève la main un peu en rigolant, comme ça. Personne n'est parfait. C'est une menace ou une opportunité? Vous avez 3 heures. Et ben en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas parfait, mais que c'était pas grave. Je faisais du mieux que je pouvais. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un écolo relou. Bah, depuis que j'ai commencé, ça commence par moi, j'ai arrêté de dire quoi que ce soit aux personnes qui m'entourent. Bah, paradoxalement, depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. À tel point que la dernière fois que j'ai passé un week-end avec ma famille et mes frères, j'ai cru qu'il y avait une caméra cachée, tellement ils accumulaient les clichés éco-citoyens. Ma belle-sœur qui loue une maison, toilettes sèches, bioclimatique, tout le tralala. Ma mère qui fait que des plats végétariens pendant 4 jours. Mon frère qui nous dit on va pas s'offrir de cadeaux, mais on va s'offrir une expérience. Je me suis dit, il se moque de moi en fait. Et non, c'était vrai. À partir du moment, comme avec les jeunes aux Philippines, je travaille avec des jeunes qui sont, dans les standards philippins, la lie de l'humanité. Je sais jamais comment vous l'expliquer en standard français. Ce serait vraiment les jeunes des cités, mais pire quoi. Les jeunes des cités vraiment vénères. À tel point que quand on proposait aux entreprises de venir et de rencontrer ces jeunes dans les cités, tous les Philippins disaient oui, 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 oui. Personne ne venait jamais. Et ceux qui venaient, ou en tout cas les recevaient, on voyait dans les regards qu'ils les enfermaient simplement dans la manière de les regarder, dans leur cliché de « vous êtes la lie de l'humanité, vous êtes les moins que rien de notre pays ». C'est incroyable comme on peut enfermer ou élever les gens dans notre regard. Vous avez déjà entendu parler de ce test? Un prof dit à un prof remplaçant « tu vas voir, ils sont géniaux ». Et bien la classe se passe vachement bien, il y a un super dynamisme. Si il avait dit à ce même prof, tu vas voir, ce sont des moins que rien. Ils comprennent rien, ils vont te faire suer toute l'heure. Ben, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, dans la proposition, dans le regard, tout de suite, il y aurait quelque chose d'enfermant. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose avec ma famille. En fait, mon entourage, je le regardais tout le temps comme des moins que rien qui ne pouvaient pas réfléchir et même être suffisamment intelligents pour comprendre la complexité de ces sujets. À partir du moment où je les ai regardés en disant « En fait, moi, j'ai jamais été parfait et pendant longtemps, je vous ai blâmé et je m'en excuse et je pense que vous pouvez le faire à votre sauce, à votre temps, à votre goût. » Ben, à partir du moment où on laisse la place à l'autre dans ce regard, la présomption de bienveillance et d'empathie, ça s'appelle. En fait, c'est fou. Encore une fois, ça sonne un peu cucul à praline, quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de l'expérimenter, mais c'est assez incroyable. Et donc, du coup, c'est le I d'agir, c'est inspirer. Je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir d'inspirer et que faire était sans doute important, mais au moins, ou peut-être encore moins important que de raconter. Et ce site internet, là, je racontais tous les jours. Je pensais qu'il allait y avoir potentiellement ma famille, mes amis qui allaient venir. Ben, figurez-vous qu'en 3 ans, il y a eu plus d'1,5 million de personnes qui sont venues. Ça en fait, hein, des gens. On a fait une série avec Brut Nature l'année dernière de 12 vidéos. Elles ont été vues 13 millions de fois au total. 13 millions de fois. Moi, je suis personne. Hein. Je suis pas Hugo Clément, je suis pas Guillaume Clanet. Non, mais j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai pas fait d'études de storytelling. On m'a jamais appris à parler devant une caméra. En fait, j'ai juste raconté ma vie, quoi. Et je le vivais vraiment avec transparence, avec honnêteté.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait toutes et tous être des caisses de résonance de quelque chose qui est en train de se passer. Et que inspirer, c'était sans doute au moins aussi important que de faire. Pourquoi ? Réfléchissons dans notre manière d'être aujourd'hui des citoyens consommateurs. Nous avons une attitude qui est ostentatoire. Pourquoi ? Parce qu'on est trop fiers de porter de la marque, on est trop fiers d'avoir notre téléphone nouveau, tendance, on est trop fiers d'avoir des super chaussures, on est trop fiers. On montre, en fait, en étant, on montre, on propage. Ce qui fait qu'en fait, ces tendances-là, elles ont même presque plus besoin de communication. On est les meilleurs atouts, on est les meilleurs communicants, les meilleurs faire-valoir des nouvelles tendances. Vous avez peut-être déjà étudié ça, même si en général on le voit plus en école de commerce, c'est la courbe d'adoption d'un nouveau produit. Vous voyez à quoi ça ressemble ou pas ? Au début, c'est très doux, et c'est ce qu'on appelle les early adopters qui s'y mettent. Parce que la première fois qu'il y a un téléphone portable qui est sorti, bah franchement, personne n'en voulait, ça coûtait une blinde, ça marchait une fois sur deux, mais ces gens-là, ils étaient quand même hyper fiers de leur idée, et donc à tous les repas, tous les machins, ils parlaient dans la rue à fond pour qu'on les remarque bien avec leur truc. Et à un moment, la bonne manière de le dire, le bon produit Apple, et tout d'un coup, on passe de quelques early adopters à une exponentielle de massification. Je pense qu'on en est au même moment, à ce point de rupture, à ce point de bascule sur les sujets éco-citoyens. Aujourd'hui, on a réussi à normaliser tout un tas de sujets éco-citoyens qui n'étaient pas avant. Moi, ça fait 10 ans que je suis végétarien. Pendant 7 ans, les 7 premières années de mon végétarisme, manger à l'extérieur avec de nouvelles personnes était un enfer. À tel point qu'au début, je le prenais en rigolant, parce que du coup, je racontais à chaque fois une nouvelle histoire qui était mon déclic éco-citoyen, comme quoi un jour, ma grand-mère s'était assise sur mon raton laveur et que j'avais décidé qu'il fallait que je sois végétarien. Franchement, j'en pouvais plus, quoi. Jusqu'au moment où j'ai missionné ma petite copine en lui disant « Tu expliques pourquoi je suis végétarien, je veux plus en parler. Je veux plus en parler. » Et ben, la dernière fois que je suis allé chez un pote qui habite à Strasbourg, la veille, il m'accueille chez lui, il me montre sa lessive, il me montre tous les trucs éco-citoyens. On va manger le lendemain, je l'invite, et le mec, moi je me prends une sorte de risotto de quinoa, je sais pas, le cliché quoi. Lui se prend une énorme pièce de bœuf, un steak gigantesque. Je dis rien, c'est moi qui l'invite, il fait ce qu'il veut. L'assiette arrive, et là il me regarde, gêné. Non, mais bon, tu sais, moi en fait j'ai quand même vachement réduit, et puis là je sais quand même, parce que en fait je t'ai emmené, mais je sais qu'ici c'est de la viande locale, tu vois, c'est quand même de vrais trucs et tout. J'explose de rire. Et là je me suis rendu compte qu'aujourd'hui la charge de la preuve elle est en train de changer le camp. Vous voyez ce que je veux dire ? De moins en moins ce sont aux végétariens d'expliquer pourquoi ils mangent plus de viande, mais ce sont aux gens qui mangent de la viande d'expliquer pourquoi ils continuent à manger de la viande. C'est ouf, non ? Vous l'avez déjà vécu ça ? Et on a les premières tendances qui arrivent en général des pays nordiques, c'est la honte de prendre l'avion, c'est la honte d'aller dans des centres commerciaux, de faire les soldes. Il y a tout un tas de perceptions qui sont en train de changer. Est-ce que tomber dans un extrême ou dans un autre, c'est une bonne idée ? On en reparle si vous avez des questions. Mais aujourd'hui, on est en train de normaliser ces sujets. Le problème qu'on a, nous, écolos, c'est qu'on est dans une écologie individualisante. On est tout heureux de remplir notre panier de produits verts, mais c'est juste nous, avec nous-mêmes. On est tout heureux de nettoyer notre maison de produits écolos avec du vinaigre blanc, patati patata, mais c'est chez nous, tout seul. Alors qu'en fait, il est urgent d'avoir une écologie ostentatoire, d'être fier de ça, d'en parler, de hacker le moindre moment, de tendre des perches. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil. Dans les changements de société, il y a quelques personnes qui s'en saisissent, et puis ensuite 3-5%, et tout d'un coup, ça se viralise. Et c'est ça la proposition de Ça commence par moi. C'est comment, en fait, dire « Ok, je suis exemplaire, et à la fois, je décide de tendre le maximum de perches. » Aujourd'hui, c'est une association, Ça commence par moi, dont je suis le directeur, et son objectif, c'est d'outiller et de faire éclater des bulles d'éco-citoyenneté. On a tout un travail de changement de perception. Donc du coup, on essaie de faire en sorte que ça soit cool, que ça soit même sexy d'une certaine manière. Les brutes, les France 5, les podcasts et tout ça. Mais aussi de faire en sorte que toutes ces personnes qui décident un mercredi soir, après leur cours, à 18h, de venir pendant 1h30, qu'on leur abatte les oreilles avec ces sujets, de faire en sorte que ces gens y repartent, non pas en se sentant comme les utilisateurs finaux de cette démarche, comme les bons soldats de l'éco-citoyenneté, mais au contraire,
comme les caisses de résonance qui vont être capables de viraliser le mouvement. Si aujourd'hui vous vous considérez comme des personnes qui vont tendre des perches à leur entourage, parce que tour à tour, vous êtes dans une colocation, dans un immeuble, dans un voisinage, dans un quartier, dans une école, dans une association, dans une entreprise, avec tout un tas de personnes que vous touchez au cœur. Vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous ai dit ? Je suis arrivé en Colombie et je suis passé d'une intellectualisation à une perception émotionnelle de ces sujets. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez sur les autres ? Un pouvoir négatif quand on tire la gueule dans le métro, ça c'est sûr, mais aussi un pouvoir positif. Moi je pense qu'on en est là. Et c'est pour ça que je voulais venir vous parler de la démarche Ça commence par moi. C'est comment réussir à mettre de la viralité dans le changement. Aujourd'hui, on est 3 millions d'éco-citoyens engagés. Peut-être 4. Peut-être que vous avez signé la pétition de l'affaire du siècle. Ça vous dit quelque chose ? Qui l'a signé ? Il y a 2 200 000 Français qui ont décidé d'attaquer l'État pour inaction climatique, avec 4 ONG. 2 200 000, vous imaginez ? Si ces 2 200 000, ils décidaient de se ressaisir de leur pouvoir, très bien, de temps en temps, on peut le déléguer encore à des grandes associations. Mais en fait, surtout, on peut s'en saisir pour faire en sorte que Hillery, dès demain, on puisse avoir le tri qui soit normalisé, une proposition végétarienne dans la cantine à chaque fois, que sur tous les ordinateurs, on ait Ecosia, Lilo, qui soient des moteurs de recherche par défaut, qu'aux imprimantes, on ait le recto verso qui soit normalisé, que pour le diplôme de chaque étudiant, Hillery s'engage à planter un arbre, etc., etc. Des idées comme ça, j'en ai 150. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais moi, en fait, je viens ici 1h30. Je viens 1h30. Et qui je suis pour dire ça ? Je n'ai aucun pouvoir. Vous y êtes tous les jours et vous connaissez la géopolitique de l'école. Vous savez à qui parler. Vous savez où est l'argent. Vous savez quels sont les jeux de pression. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez beaucoup plus de pouvoir que moi. C'est pour ça que je suis là. En sortant, les personnes qui sont engagées sur ces sujets, elles vont parler au REFED. Le REFED, c'est l'association internationale des étudiants qui s'engage pour faire bouger les campus universitaires sur les thématiques écologiques. Ça fait 10 ans qu'ils font un super boulot. Ils ont tout un tas d'outils pour vous permettre de faire un audit de ce qui se passe ici, mais qu'ensuite, de vous proposer les premières pistes. L'idée, c'est de ne pas faire une sorte de grand jugement en disant « Regardez, nous, on vous a dit que et vous ne bougez pas ». Non. Rappelez-vous, personne n'est parfait. Le but du jeu, c'est de se mettre en mouvement et d'être le plus ambitieux dans sa démarche. Voilà pourquoi je suis là. J'ai parlé beaucoup trop longtemps et je m'en excuse, mais je vous remercie pour votre attention et j'écoute vos questions. On le fait au micro ou on... Ouais, comme ça on vous entend ? Ouais, il y a une question là-bas. Merci. Le temps que le micro voyage, je vous le dis. Ici, j'ai la première action éco-citoyenne que vous allez faire, c'est-à-dire récupérer ce petit guide si vous le souhaitez et le saisir comme une occasion d'ouvrir une bulle d'éco-citoyenneté avec quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé de ces sujets, que ce soit bien fini ou pas. D'accord ? Vous allez dire « Ah bah tu sais, j'ai croisé ce gars là, bon il dit pas mal de conneries, mais il a quand même dit que... » Toi, ça t'intéresse ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux aller ? Et en fait, c'est l'idée d'avoir un prétexte pour parler de ces sujets et pour les faire avancer. Si vous le souhaitez, c'est très facile aussi. J'ai quelques stop pubs qui restent. Un stop pub, c'est 40 kilos de papier par foyer évité par an. C'est une goutte d'eau. C'est dérisoire et à la fois, c'est complètement représentatif de la démarche Ça commence par moi. Si, à l'échelle d'un voisinage, tout le monde s'y met, le stop pub commence à fonctionner. Et c'est quand même 8% du papier en France qui est gaspillé pour des publicités. 8%. Donc en fait, un tout petit morceau de plastique comme ça, c'est le premier geste, c'est le plus simple. Pourquoi s'en priver, quoi ? Ok ? Donc tout ça, c'est à dispo et si vous voulez tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez les récupérer. Je t'écoute. Merci pour la conférence. J'aurais une question qui est que, est-ce que vous pensez que le virus du coronavirus qui se passe en Chine pourrait influencer les populations comme notamment la Chine à repenser à sa nourriture et peut-être éviter les viandes et privilégier l'agriculture qui serait moins risquée? C'est une bonne question. C'est simple comme question. On est bien là, on marche pas du tout sur des œufs. Ça me donne envie de réagir de plusieurs manières. Certaines perspectives montrent que déjà le coronavirus est d'une certaine manière, je vous le livre comme ça, hein, mais que le coronavirus pourrait être en fait bon pour l'écologie, parce qu'en fait c'est en train de ralentir l'économie.
Et donc il y a de moins en moins d'échanges, donc moins en moins d'échanges, moins en moins de déplacements, et moins en moins de déplacements, moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre. N'importe quelle bonne crise économique a toujours un impact positif sur l'écologie, ou en tout cas sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est dit à la volée et ça n'a pas vraiment de conséquences sur la question que tu viens de poser. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la géopolitique et notamment de l'expansion territoriale des Chinois, en particulier avec l'achat de milliers et de milliers d'hectares en Chine et en Afrique pour de futurs, je sais pas, déploiements agricoles ou quoi, pour imaginer comment vont réagir les Chinois par rapport à leur consommation de viande. D'autant que c'est tellement verrouillé par le pouvoir en place, c'est tellement verrouillé en termes d'information, en termes de fake news, que c'est assez difficile. L'exemple qui est parlant sur ces sujets et qui est tout frais, c'est l'Australie. L'Australie, il y a eu quand même 2 Belgiques qui sont partis en fumée en Australie. Et ben, le moment où il y a eu le plus grand pic d'incendie, les plus grands journaux nationaux titraient sur une nouvelle loterie qui allait faire gagner une fortune, ou sur un clown qui avait fait un spectacle hyper connu, quoi, hyper drôle. Donc, et aujourd'hui, il y a toute une campagne de désinformation, à la fois de la presse et à la fois de tous les partis qui sont actuellement au pouvoir, pour dire que c'est de la faute des écolos s'il y a eu des incendies, et qu'ils font ça en sorte de porter atteinte à la croissance australienne. Donc, penser qu'il y a quelque chose et que factuellement ça va faire en sorte que les gens prennent de bonnes décisions, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour... Et ensuite, à toi. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Hein. C'est juste pour dire que la prochaine question ira ici. Okay. Vas-y. Ok. J'ai une petite question. Est-ce que dans ton parcours, il y a un moment où, en fait, ça commence par moi, ça ne suffisait pas, et du coup, tu t'es engagé dans des mouvements comme Extinction Rébellion, ou cette énergie, tu la canalises pour toi, c'est ce que tu disais quand tu disais l'écologie individualisante, et du coup, quelle est ta perception aujourd'hui par rapport à ces moments-là? Effectivement, j'ai commencé en tombant dans le piège de l'écologie individualisante, et en fait très vite je me suis rendu compte que ça commençait par moi, avec double lecture, c'est-à-dire ça commence par moi de préserver le vivant que je suis, et donc du coup si je veux honorer toutes ces bonnes paroles de je suis la nature que je défends, tout le tralala, en fait il faut commencer par me remettre un peu d'une certaine manière égoïstement au centre de l'équation et de décider de faire en sorte de valoriser ce vivant, mais aussi ça commençait par moi d'être l'étincelle de mouvements individuels ou collectifs. Et donc, parmi les actions mises en avant sur Ça commence par moi, il y a tout un tas d'actions qui sont collectives. Dans la proposition de valeur, parce que j'ai participé à l'élaboration et à l'entretien de nouveaux écoquartiers solidaires comme les Grands Voisins, par exemple, en travaillant pour des associations, à la formule du service civique, mais aussi au boycott, à la désobéissance civile. Par contre, je n'ai pas une vision linéaire de la progression de l'éco-citoyen. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par laver au vinaigre blanc et on termine chez Extinction Rébellion. J'ai fait de la désobéissance civile, je suis allé nettoyer la Société Générale, faire tous ces trucs, il n'y a pas de souci, mais je vois plus la démarche éco-citoyenne comme une sorte de spirale qui fait un moment qu'on a envie de désobéir, on a envie de dire stop, mais dire stop, c'est aussi vouloir proposer, et que tout est complémentaire. Donc ceux qui me disent, moi j'ai juste envie d'être sur la proposition de valeur et de faire en sorte de créer des initiatives qui seront là au moment où elles devront se propager pour répondre au monde de demain, pourquoi pas ? Effectivement, l'action individuelle n'est pas suffisante. C'est très clair et il faut que ça soit dit. Il y a aujourd'hui la société qui fonctionne sur une sorte de trépied, à savoir les citoyens, les entreprises et l'État. Je vous invite à consulter une étude qui est faite par Carbone 4. C'est passionnant. Ça s'appelle « Faire sa part », point d'interrogation. Responsabilité des individus, des États, des entreprises face au dérèglement climatique. Un truc comme ça. Et il montre qu'en étant un citoyen ambitieux, on arrive à réduire, on a accès aux leviers, à 45% des leviers qui sont nécessaires à activer pour tenir le dérèglement climatique. Donc le citoyen ambitieux, au niveau individuel, a 45% des leviers à sa disposition. Ce qui veut dire que c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Okay ? Et ensuite, ça ne montre pas le côté social, parce qu'en fait, on est des animaux sociaux. On dépend du regard de l'autre. Et on a aussi un impact extraordinaire sur les mécanismes collectifs. J'en veux pour preuve Carrefour, qui est aujourd'hui Act for Food,
et H&M qui est conscious. LOL. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont retrouvés en cabinet, en conseil d'administration en disant « Oh, ça serait quand même vachement bien qu'on fasse du bien à notre planète ?» Est-ce que vous pensez qu'ils se sont émus de l'agriculteur qui se suicide chaque jour en France ? Non. Pourquoi ? Parce que Carrefour, typiquement, l'année dernière, en volume de vente, ils ont perdu 3%. Et donc, du coup, ils se disent bon, bah, comment on répond aux nouveaux besoins des gens ? Et on essaye de se raccrocher aux branches. Et donc, du coup, rien, sans se limiter à notre consommation, mais rien qu'en orientant notre consommation, on a déjà un pouvoir intéressant sur les agents économiques. Au niveau politique, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais là, on a l'impression que c'est, en tout cas à Paris, des écolos qui se battent contre des écolos qui se battent contre des écolos. Même Benjamin Griveaux, il est écolo. LOL. Vous voyez ce que je veux dire ? Marine Le Pen, elle a fait un Instagram pour se mettre avec des chats. Parce qu'il y a eu 1,5% d'animalistes qui ont de vote pour les partis animalistes aux européennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc même au niveau politique, c'est intéressant de noter qu'il y a une sorte d'aspiration qui est sur ces tendances écologiques. Ensuite, il faut réussir à les concrétiser et faire en sorte que le bouton du greenwashing sur lequel pas mal d'entreprises et de collectifs sont en train de passer puisse aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression que tu as une question par rapport à ma réponse. Du coup, merci pour ta réponse, mais j'ai une deuxième question qui touche à un autre sujet, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Ouais. On n'en a pas trop parlé, mais là, on arrive à la deuxième moitié du processus. Est-ce que toi, tu as suivi le mouvement un peu à fond. Mais du coup, en interne, est-ce que tu peux un peu nous partager ton sentiment par rapport à la manière dont ça évolue ? Ouais. Et voilà. Je suis très copain avec, de fait, la personne qui est allée vendre ça à Emmanuel Macron, qui s'appelle Mathilde Imer. Je vous invite à écouter ses interviews récentes. Elle est passée il n'y a pas longtemps sur France Inter ou Le Quotidien. Imer, ça s'écrit I-M-E-R. Je vous invite aussi à suivre la Convention citoyenne pour le climat sur Insta. Ils font des comptes rendus réguliers et ils ont des reporters qui vont faire état de toutes les avancées. C'est passionnant. C'est passionnant. Je pense que dans cette démocratie du quotidien, il y a des leviers qui sont hyper intéressants. Si derrière, c'est porté directement à l'attention des Français qui peuvent se positionner sur ça, c'est hyper intéressant. Attention à faire en sorte que ça ne soit pas l'arbre qui cache la forêt et qu'on ne doive pas réinventer la roue. Pourquoi ? Parce que si le processus démocratique est hyper pertinent dans l'implication des citoyens dans une démocratie du quotidien et dans l'élaboration de décisions à l'échelle nationale par des individus, il y a quand même un pan de professionnalisation qui est intéressant, les gens sont défrayés, il y a un mécanisme qui marche bien. Il ne faut quand même pas cacher le fait qu'à l'arrivée, les citoyens vont proposer des solutions qui sont connues depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est toujours pareil. Là, actuellement, on se retrouve avec... Je suis désolé, je me lâche un peu, mais on se retrouve avec le gouvernement qui veut faire passer des réformes urgentes sur la retraite pour pallier à des potentielles failles budgétaires dans les prochaines décennies, alors qu'en fait, l'urgence, elle est climatique et qu'on dit qu'il faut faire d'abord une commission, puis ensuite une convention, et puis ensuite, on va faire un conseil, et puis ensuite, on va faire un haut conseil, et puis ensuite... Mais en fait, on sait ce qu'il faut faire. Donc la Convention citoyenne pour le climat, il ne faut pas que ça soit pris pour quelque chose qui permette de retarder le schmilblick. Et en l'état, c'est un super truc. Macron s'est engagé à proposer la majorité des mesures en référendum si elles étaient applicables. Donc on va voir s'il le fera. Suivez ça. C'est primordial que nous soyons des millions à suivre ça. C'est un débat public qui devrait en fait hacker la conversation de chacun le soir lors du repas, quoi. Hyper intéressant. De rien. Il y a une question là. Ouais. Et ensuite à toi. Bon, juste. Alors, d'abord. Chose sérieuse. C'est bizarre le micro. Un truc un peu léger. D'abord, juste j'ai deux trucs. Le premier, c'est nos grands-parents faisaient un truc très bien qu'on a tous arrêté. Enfin, moi non personnellement, mais je sais que les gens se foutent souvent de ma gueule à cause de ça. Au lieu de prendre une douche tous les jours, putain, faites votre toilette aux gants. Nos grands-parents, ils n'avaient pas la possibilité forcément de se laver tous les jours. Les femmes, autrefois, elles ne se lavaient pas les cheveux 2 fois par semaine. Elles avaient les cheveux un peu gras, c'était pas la fin du monde. Donc... Allez, ça méritait d'être dit. Non mais voilà, juste revenez, pensez à ce que faisaient nos grands-parents. Ils avaient des vêtements troués, et ils recousaient le trou. Voilà. Absolument. On n'allait pas racheter une veste parce que la veste avait un trou. Voilà. Bon, ça, c'était le premier truc.
Le deuxième... Ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'était peut-être une sobriété subie, et là, la chance qu'on a, c'est qu'on peut le vivre comme une sobriété décidée. C'est ça qui est différent. Et le deuxième truc, c'est que moi, un truc qui m'énerve chez beaucoup d'écolos, parce que ça me mérisse le poil même, c'est l'hypocrisie par rapport à certains sujets. C'est-à-dire, c'est très dogmatique. Ouais, c'est trop bien, les trottinettes électriques, les vélos électriques, etc. Alors, c'est assemblé en Chine, c'est amené en Europe. C'est quoi ta question ? Non, c'est pas une question, c'est une oui. affirmation. C'est ramené en France, c'est utilisé très peu, c'est balancé par terre, après c'est désassemblé, c'est renvoyé en Afrique, c'est renvoyé en Chine. Enfin, c'est un énorme foutage de gueule. Les éoliennes, je sais que Greta Thunberg, elle aime pas trop le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'énergie, après le solaire, c'est l'énergie la plus propre. Parce que le carbone, il dure beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère et il met beaucoup plus de temps à s'éliminer que le nucléaire. Alors certes, c'est problématique parce qu'on ne sait pas vraiment comment gérer les déchets et on essaye de trouver des solutions. Mais alors, les mixeurs à oiseaux qui pourrissent la santé des riverains, parce que maintenant, il y a des collectifs de citoyens qui sont en train de se monter pour dénoncer les effets néfastes des éoliennes sur la santé avec les impulsions magnétiques. Donc des animaux qui meurent, on ne sait pas pourquoi, des personnes qui tombent en dépression, qui ne dorment plus. Substantifique moelle de ton propos, s'il te plaît. C'est tout. C'est juste, faut pas être dogmatique et faut pas. Quand EDF nous met des pubs éoliennes à la télé, le monde de demain, c'est magnifique, L'énergie etc. est notre avenir, économisons. Ouais, voilà, genre juste. Alors en vrai, non. le slogan, il est bien. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En fait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. C'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc, on va pas s'étendre sur le sujet du nucléaire qui est passionnant. Vous pouvez aller voir, pour aller dans le sens de ce que tu évoques, des interventions d'un gars qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui a créé le premier cabinet de conseil sur l'empreinte carbone des entreprises. Ça s'appelle Carbon 4. Jean-Marc Jancovici, lui, il fait clairement partie de ces personnes qui disent que le nucléaire peut être une solution d'accompagnement vers une transition. Ça va aussi dans le sens de ce que dit une organisation qui s'appelle Negawatt, avec un N, et qui a un plan pour diviser par 3 la production d'énergie d'ici 2050. Voilà. Ne soyons pas dogmatiques, je pense que ça ressort de ça, et pour ça je suis d'accord avec toi. Il y avait une question derrière, une question devant. Le monsieur... on t'a zappé. Ça reviendra à toi tout à l'heure. Vas-y. Du coup, je vous remercie pour votre conférence, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai juste simplement une question. Je pense que l'idéologie, c'est pas seulement juste un secteur, une chose, c'est aussi global. Donc moi, j'aimerais savoir où vous vous situez politiquement, sur les questions politiques, sur les questions culturelles, sur les questions sociales, sur les questions culturelles. Parce que je vous ai trouvé très intéressant. On a combien de temps du coup ? 5 minutes. Autant que vous voulez, vous pouvez très bien faire une phrase pour... Non, moi, il faut que j'y aille dans 10 minutes. J'aimerais bien savoir quelle est votre sensibilité politique. Ouais. Dans ce que j'essaie de dire, et si ça n'a pas suffisamment transparu, je m'en excuse, mais effectivement, l'idée de cette démarche, c'est de montrer l'horizontalité dans la relation au vivant, dans sa globalité. Et donc, être dans une relation horizontale au vivant, aux autres êtres humains, à la nature, etc., etc., ça veut dire qu'on met fin à la vision utilitariste, on met fin à l'accumulation des ressources, des richesses, on met fin à l'exploitation du vivant, en fait. Donc, s'il faut me mettre sur un bord politique, on va clairement me mettre sur le bord politique à gauche, même si, en France, on est difficilement avec une gauche reluisante sur ces sujets. C'est un sujet complexe que je veux bien continuer à traiter si tu me poses des questions ponctuelles, et au niveau culturel et au niveau tout ça, tu vois. T'as pas le micro, mais on peut te le rendre. Ouais. On arrête quoi ? Je comprends pas. Pourquoi on arrêterait l'immigration ? Je t'entends pas, je suis désolé, je t'entends pas. Il faut que tu prennes le micro. Ouais, s'il te plaît. Je suis désolé, je t'entends pas. Je vous posais une question justement, et vous me disiez que vous étiez de gauche, mais vous disiez que vous voulez arrêter entre guillemets l'utilitarisme. Ouais. Et moi, la question que je me pose, aujourd'hui, si on arrête l'utilitarisme, entre guillemets, on ne peut pas être de gauche. Ce que je veux dire, c'est que si on veut arrêter l'utilitarisme, on arrête l'immigration, tout simplement. Je vois pas le lien dans ta tête, il faut que tu me l'expliques. Le lien, il est tout simple, c'est que l'immigration, aujourd'hui, c'est une sorte d'utilitarisme économique, comme vous essayez de l'expliquer.
L'immigration forcée ou l'immigration décidée? L'immigration tout court, c'était juste un point sur lequel je voulais éclaircir ça avec vous. Alors, s'il y a des gens qui décident de changer de pays, s'ils le décident, c'est pour des alternatives économiques, ça peut être pour fuir des dangers, des réalités. En quoi c'est un lien avec la vision utilitariste? Je voudrais simplement avoir le point de vue écologique sur l'immigration, tout simplement. Je sais que ça peut paraître une question bizarre, et c'est une question bizarre, mais je pense qu'elle est un peu plus complexe qu'on ne la pense et qu'on ne l'entend au premier abord. Je ne sais pas comment répondre à ça en une phrase. Vous n'avez pas qu'une phrase, hein, c'est vous qui vous l'imposez. Il faut répondre autant de phrases que vous voulez. Moi, ma mère, elle est espagnole. Mes grands-parents, ils ont fui Franco. C'était républicain. Ils sont allés en France. Ils n'avaient rien. Mon grand-père, c'était le chef de famille. Il avait 13 ans. Il devait nourrir une famille de 6 enfants. Ils ont pris le risque de venir en France. Ils ont travaillé et ils ont pu réussir à vivre de manière décente en France. Je vois pas comment on pourrait refuser ça à des gens. J'ai jamais dit le contraire. Je vous Bah, pose justement la question. Du coup, c'est ma Mais justement, c'est je ma comprends pas position. parce qu'au final, je vous pose une question et vous me répondez à côté de la plaque. Mais c'est pas grave. Si après vous avez le temps, je viendrai parler un peu avec vous. Et c'est pas parce que les personnes ont rigolé que c'était contre vous. Ok, ça marche. Allez. C'était le moment gênant de la soirée. Vas-y. Encore en 30 secondes vraiment, parce que c'est... Ouais. C'était pas clair pour moi. Fais venir les gens pour les faire travailler. Ouais. Ouais. C'était pas pour de bonnes intentions, par humanisme, je sais pas. Ok. C'était une immigration utilitaire pour payer des travailleurs moins chers. Pour faire tous nos trucs, absolument. Bah oui, mais c'est ça ce qu'il essaye de dire. C'est pas, c'est pour ça qu'il nous dit qu'est-ce que vous pensez de cette immigration-là, le fait de faire venir des gens pour les payer moins cher, pour les exploiter. Ouais. C'est... Ouais, ça a pas de rapport, mais attends, ça a aucun rapport avec ma réponse. Moi, ce que je disais, c'est que mes grands-parents, et donc je pense que ça avait un lien avec la question, mes grands-parents, ils sont venus et ils ont rempli les usines de France. Et à la fois, je pense que on peut pas avoir une vie. En fait, ce que j'essaie d'apporter dans la réponse, c'est de la complexité, parce que je pense qu'effectivement, dans un monde idéal, j'aurais adoré que mon grand-père, il se tue pas à la tâche, qu'il termine pas avec des hanches en bois et qu'il soit pas fou à cause de tous les produits chimiques qu'il inhalait dans les usines. Je suis absolument d'accord avec ça. Et il a dû fuir la violence. Ses grands-parents étaient en prison. Et rester en Espagne, pour lui, c'était impossible. Donc, dans un monde idéal, j'adorerais que les gens n'aient pas de raison de changer de pays. C'est pas le cas. Dans un monde idéal, j'adorerais que les gens qu'on accueille en France, qu'on peut accueillir, parce qu'on a de la place, parce qu'on a de l'argent, on les accueille de manière décente. Et c'est pas le cas. Oui, mais vous devez bien admettre par exemple... Allez, dernière relance et ensuite on change. Parce que c'est tout un sujet. D'autant que je suis pas expert de ça. Il y a la différence entre les gens qui font guerre, etc., et Ouais. les gens qui viennent pour travailler. Et Ouais. pour travailler dans quelles conditions? Ouais. Est-ce que c'est pour casser le prix du salariat? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est pas les méchants de droite, machin. C'est sûr, absolument. C'est ce que j'ai dit, il me semble, non? Ouais. Allez, on continue. Mais alors là, on est dans les questions popcorn, les gars, hein, parce que vraiment, dans 5 minutes, je suis parti. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour la Ouais, de rien. conférence. Ça a été sacrément captivante par rapport à beaucoup auxquels j'ai pu assister. J'ai pas entendu l'adjectif que tu as utilisé. Captivante. Captivante. Oui, Donc oui. c'est un compliment, merci. Oui, effectivement. C'est génial, la fonte des glaces. Il y a une entreprise qui récupère l'eau de la fonte des glaces pour vendre 10 € le litre d'eau de glacier parce que c'est de l'eau très pure. Ouais, ils capturent l'oxygène au Canada aussi pour le revendre en... N'est-ce pas? C'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. merveilleux. Le réchauffement climatique, ça dégèle complètement les plaines de la toundra dans la Sibérie. Vladimir Poutine est super content. Il va faire des immenses exploitations agricoles. Et c'est bien en plus parce que ça libère des mammouths qui étaient enfermés depuis des Et années des virus. et des années. Et donc du coup, le commerce de l'ivoire en Chine est relancé. Ça Il y a libère plein des de blagues mammouths et comme des ça, virus. on peut y aller. Voilà. Comment on fait dans les forums d'entrepreneuriat axés sur la thématique de l'environnement?
les commerciaux, les lobbyistes, etc., ils présentent cela comme une occasion de se faire du bénéfice, de se faire du profit. Comment on fait dans une école comme l'Hillery par exemple, qui s'est dit la première Green Campus de la Défense, du quartier d'affaires de la Défense, effectivement il y a eu une lancée sur le sujet l'année dernière, notamment planter quelques plantes dans, dans la pelouse à côté. C'est quoi ta question ? Mais qui, en parallèle, est capable, en 2 semaines, d'installer un distributeur de sushi importé tous les jours, tout frais. Vachement bien, parce que du coup, il y a plein de plastique et plein de poissons. N'est-ce pas ? Ouais. Mais voilà, en plus, le poisson... Qui a déjà du plastique à l'intérieur, en plus. Donc du coup, c'est du plastique entouré de poissons, entouré de plastique. Ouais. C'est presque marrant. Au niveau individuel, c'est super, oui, effectivement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si tout le monde s'y mettait, ça ferait 45% C'est quoi de ta ce qu'il question ? faudrait. C'est que comment on touche les entreprises directement, comment on touche les administrations, les directions directement. Ouais. Parce que l'année dernière, il y a eu une journée de blocage à la Défense où ils ont bloqué les sièges des 4 gros immeubles de 4 entreprises. Et il y avait des gens qui sortaient des immeubles, qui travaillaient chez Total, qui travaillaient chez la Société Générale, etc. Et qui sont venus bloquer avec les manifestants. Ils étaient très contents, ils avaient une très bonne conscience ce jour-là, ils avaient fait leur BA de la journée, comme beaucoup disent. Et la machine continue à tourner. Et on a juste envie de leur dire, mais t'es dedans, mais c'est toi qui es dedans, c'est toi qui fais partie de l'entreprise. Ouais. Donc soit tu la boycottes complètement, soit tu vas à fond, quoi. Ouais. Et c'est quoi la solution miracle alors ? Ouais, la solution miracle. Et une dernière chose sur les Français, quand tu parlais des Français, tu parlais des Parisiens. Oh non. Oh bah, si, la France, il y a énormément de gens de toute classe sociale, de tout esprit, de toute mentalité, s'en foutent de la droite et de la gauche, mais des gens qu'on peut qualifier de droite ou de gauche, qui veulent vraiment autre chose, une société plus humaine. Absolument. Aussi bien au niveau écologique qu'humain. Et c'est en train de changer de manière exponentielle. Là aujourd'hui, qui n'en peuvent plus, tout simplement. Qui n'en peuvent plus. Le sujet écologique est devenu numéro 1 dans les priorités des Français. C'était pas le cas quand je suis rentré en 2016. C'est en train de bouger à une vitesse extraordinaire. Pour répondre sur les entreprises sans avoir de réponse magique, je crois qu'il y a plusieurs forces qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui dans les entreprises. Il y a certaines personnes qui essaient de les faire bouger de l'intérieur. Et on a assisté il n'y a pas longtemps à un coupage de tête en règle de la personne qui dirigeait Engie, qui faisait partie de ces rares personnes qui essaient de changer les groupes du 440, et elle s'est fait jarter, ni plus ni moins. Il y en a qui essayent de le faire aussi à d'autres niveaux et qui arrivent à faire des choses assez extraordinaires. Je les vois tous les jours, ces gens-là. Et il y en a qui aussi décident de ne plus mettre leur énergie dans ces mastodontes dont ils pensent qu'ils ne peuvent plus être réorientés. Et du coup, il y a un autre parti pris qui est de les rendre obsolètes, ces mastodontes. Et donc, par exemple, je dis n'importe quoi, pour proposer une alternative à Carrefour, d'aller mettre toute son énergie dans Biocoop, d'aller y mettre dans les AMAP, dans les supermarchés coopératifs, ce qui fait qu'aujourd'hui... Ouais. Et je pense que tout est valable. Il faut juste le faire en osant se rendre compte qu'on a son mot à dire par rapport à ça. Et tu l'as dit, tous ces gens-là, moi, en fait... C'est pas très productif, mais je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour ces personnes qui ont décidé de renoncer à leur pouvoir d'agir. Parce qu'en fait, ils se disent bah oui, mais moi, ça sert à rien. Et on s'invente tout un tas d'excuses, et le prêt qu'on doit rembourser, et les enfants à qui on doit mettre de la nourriture sur la table, et on continue à faire tourner la machine. Mais en fait, ça veut dire que ces gens-là, ils ont décidé de refuser, de renoncer, d'arrêter d'y croire. Et moi, je trouve que c'est tellement terrible de décider de survivre ta vie, quoi. Ma question, c'était comment on fait pour sensibiliser les gens qui s'en foutent vraiment ? C'est des questions simples auxquelles on peut répondre de manière courte, c'est bien. J'ai un peu répondu à ça. Hein. Si vous pensez que vous allez faire changer ces gens-là en arrivant, comme moi, à un moment dans ma vie, en pensant que j'avais la vérité et que j'allais les convaincre, je pense que ça ne marchera pas. Parce que dans convaincre, il y a con, mais il y a aussi vaincre. Et ça veut dire qu'à la fin, il y a un vaincu et un vainqueur. Et donc quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu. Alors qu'en fait, depuis que je considère qu'on possède tous une partie de la vérité et que 1 + 1 est égal 11, comme dirait Jean-Claude Van Damme, et ben en fait, je me rends compte que j'ai des conversations et pas des échanges où j'essaye de gagner. Donc se mettre à la communication non violente, c'est pour moi un des premiers leviers pour arriver à faire en sorte qu'on parte du point
d'où part la personne avec qui on échange. Et encore une fois, si cette personne n'a pas décidé que l'agenda de la conversation serait autour de ces sujets, penser que toi tu vas réussir à lui imposer, c'est déjà une première erreur. C'est très difficile et c'est très frustrant. On est face à une urgence qui est terrible. Là, je suis venu faire le malin avec tous les chiffres, là, ce qui devrait faire que normalement, on devrait tous être en train de courir nus sur le parvis de la Défense en se disant on va mourir, quoi. Non, mais je caricature. Et à la fois, demain, ce soir, on va retourner comme si de rien n'était à notre quotidien. Et on aura peut-être tous ensemble progressé un petit peu plus, repris un petit peu plus d'énergie, recréé un peu du lien et essayer de s'engager un petit peu plus sur ces sujets. C'est hyper difficile. Si je devais te vendre ou te dévoiler les coulisses de Ça commence par moi et l'intuition de fond de Ça commence par moi, ce serait de dire que c'est pas qu'on n'a aucune prise sur ce qui va se passer, mais on en a très peu. Je suis persuadé par contre qu'on a une prise sur la perception que nous allons avoir en tant que groupe humain face à ce qui va se passer. Si nous décidons que c'est une catastrophe, que c'est une menace, nous allons chacun être armés en attendant derrière notre porte que quelqu'un vienne nous piquer nos trucs. Ça va vraiment pas être drôle. Si on décide que c'est une opportunité pour vivre le fameux moins mais mieux et la reconnexion à l'autre et faire que chaque jour qui nous reste soit une fête, alors là, il y a un truc qui peut se passer. On termine là-dessus ? Ouais, merci.